Bonsoir. Quelle partie se joue en ce moment en Ukraine, alors que l'on commémore justement le déclenchement de la guerre 14 avec l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc Ferdinand d'Autriche et puis cette escalade incroyable, inexorable vers la guerre et la boucherie. On se demande où va nous mener la partie qui se joue en Ukraine. Faut-il craindre une guerre? Jusqu'où peut aller Poutine, le nouveau tsar et ses rêves de grande Russie? Eh bien, c'est le thème de ce 253e numéro de Complément d'enquête. Dépêche-toi, vite, vite, on rentre. Gloire à Dieu. Ils sont une centaine d'élèves. Ils ont entre 11 et 18 ans. Pour eux, la journée commence par 3 quarts d'heure de sport, le ventre vide. Vous avez remarqué quand ils sont sortis, ils étaient tout pâles. Et maintenant, ils ont les joues rouges. C'est la couleur de la santé. Voilà, ces jeunes qu'on vient d'entendre sont des Cosaques d'Ukraine, ou plus précisément de Crimée. Nous avons été admis dans l'une de leurs écoles et vous verrez, ils vivent dans le culte de Poutine et de la Russie éternelle. Nous verrons aussi comment, à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, Poutine a réussi à réconcilier toutes les Russies, la Russie des tsars, celle des bolcheviks et celle d'aujourd'hui. Et puis nous irons à Londres, rebaptisé Londongrad, tellement les oligarques richissimes y sont nombreux. Alors pour parler de tout cela, de cette escalade inquiétante en Ukraine et puis de Vladimirovitch Poutine, qu'on va essayer de comprendre. Eh bien, nous serons notamment ici, à l'ambassade de Russie, ou plus précisément dans la résidence de l'ambassade. Qui a accepté de nous accueillir. Nous recevrons aussi Bernard-Henri Lévy. Il y a quelques semaines, il était à Kiev sur la place Maïdan pendant les événements. Il expliquait aux révolutionnaires, aux manifestants en tout cas, que l'Europe ne les oubliait pas. Que dit-il aujourd'hui? Et puis nous recevrons aussi Pierre Laurin, c'est l'un des meilleurs spécialistes de la Russie d'aujourd'hui. On commence avec ces Cosaques de Crimée, un reportage de Clément Castex, de Saskia Weber, Florian Lemoyle et Mickaël Bojo. Et bien sûr, si vous voulez tweeter, commenter, le mot-clé, c'est d'enquête. À la tombée de la nuit, dans cette gare d'une petite ville de Crimée, 3 tocs, 3 hommes. Leur uniforme est trompeur. Sergueï et ses 2 amis ne sont ni policiers, ni soldats. Ce sont des Cosaques, des civils en treillis, des bénévoles qui chaque soir inspectent la gare et dévisagent les passagers. Une milice au service d'une cause, l'ordre et la sécurité. Vous savez que vous êtes dans un lieu public et qu'il ne faut pas boire? Oui, pas de problème. Je vous remercie. Je leur ai demandé qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, où ils allaient. La routine, quoi. Vous savez, ici, ça arrive que la jeunesse ne se comporte pas bien. Vous savez qui c'est? Oui, ce sont des gens qui nous protègent. C'est comme une milice populaire qui surveille les citoyens. Mais ils sont des nôtres. Ils sont là pour nous. Et en plus, ils ne sont pas payés. Une sorte de police de proximité officieuse, mais respectée par tous. Un fouet dans la main, et dans la tête la certitude d'être utile, de lutter contre la décadence. Monsieur, vous savez que c'est interdit de boire dans la rue. Je vous demande de boire à l'intérieur. D'accord, monsieur. Sergueï et ses amis sont les héritiers d'une confrérie vieille de plusieurs siècles. Les Cosaques, au départ des cavaliers redoutables qui défendaient les frontières de l'Empire russe, des mercenaires qui formaient la garde rapprochée des tsars, comme Nicolas II. Aujourd'hui, ces Cosaques reprennent du service, mais cette fois-ci à la solde de Poutine. Présents dans tous les pays voisins, ils incarnent la nostalgie de la Grande Russie. Le monde entier les découvre devant le Parlement de Crimée. Là, ils épaulent les 25 000 soldats russes qui occupent ce morceau d'Ukraine. Pendant ce moment historique, où la région est devenue russe, nous avons suivi ces mystérieux Cosaques. Ils sont au service de Dieu,
et de leur patrie. Un mélange de paramilitaire et de scoutisme, les Cosaques, ou le retour de la fierté russe. Voici Slava, 43 ans, policier à la retraite. Il est l'ataman, le chef d'une quarantaine de Cosaques. Tous ont un métier, mais après le boulot, ils viennent prêter main forte pour surveiller le référendum du lendemain. Demain, vous irez patrouiller dans toute la ville. Vous irez voir les bureaux de vote, à 4 ou 5 par voiture. Dans quelques heures, ses compatriotes de Crimée vont voter, choisir entre rester ukrainiens ou rejoindre la Russie. Ce jour, Slava et ses Cosaques l'ont attendu toute leur vie. Nous, on va faire en sorte que le référendum se passe dans l'ordre, sans problème. Qu'il n'y ait pas de provocation, qu'il n'y ait pas d'Ukrainiens mal intentionnés. On ne veut pas voir d'habitants trop radicaux. Tous ces gens qui n'ont pas compris l'importance de ce vote. Ces Cosaques veulent montrer au monde entier que la Crimée s'offre à Poutine de son plein gré et dans le calme. Qu'ici, ça n'est pas Kiev, ça révolte et ces dizaines de morts. Car l'Ukraine est scindée en deux. La région de Crimée et tout l'est du pays est peuplée de russophones. À l'ouest, on est plutôt tourné vers l'Europe et on parle ukrainien. Jour de vote à Gvardieskoye, la ville de Slava, une cité dortoir de 20 000 habitants, dans les faubourgs de Simferopol, la capitale de Crimée. La mairie a demandé aux 70 Cosaques de la ville de jouer les vigiles dans les bureaux de vote. En ce jour historique, tout se déroule sans accroc. Dans le calme, presque tous les habitants remplissent les urnes de bulletins pro-russes comme des lettres d'amour à leurs voisins. Ce référendum contesté par le reste du monde, Slava le trouve formidable. Alors, combien de personnes sont déjà venues voter? Pour le moment, on est à 60% de votants. Et il est que 10 heures. C'est le peuple de Crimée qui demande ce référendum. C'est sa volonté. Ce qui s'est passé dans l'ouest de l'Ukraine, à Kiev, le président renversé, tout ça, ça n'était pas légitime. C'était criminel. Salut les gars. Slava tient à nous présenter ses frères, ses modèles. Il est là, votre chef? Envoyés par Moscou, il les rencontre pour la première fois, car ces Cosaques sont venus de Russie. Poutine les a envoyés mater d'éventuels partisans de l'Ukraine. Moi, je suis Slava. Je suis ataman à Gvardieskoye. En Russie, ces Cosaques ont une existence officielle. Ils font partie des forces de l'ordre et perçoivent un salaire. Les Cosaques, c'est comme un seul peuple, un seul. Et c'est le peuple d'un unique État, l'État russe. En ce moment, c'est difficile pour le peuple de Crimée. Le fascisme veut s'installer, mais on ne leur cédera rien. Notre mission, c'est la paix sur tout le territoire de l'ex-URSS, de l'ancien empire. C'est notre terre à nous. Nous, on n'habite pas ici, mais on vient pour aider. La mission de ces Cosaques envoyés par Poutine, patrouiller, garder les bâtiments stratégiques de la ville, histoire de montrer à toute la Crimée qu'avec les Russes, l'ordre règne. Le soir, après le vote à Simferopol, sous les yeux de Lénine, flottent les bannières russes. La foule est nombreuse, heureuse. À 95%, la Crimée s'est donnée à la Russie. Au grand bonheur de Slava, qui connaît l'hymne russe par cœur. Sa femme, Irina, est elle aussi bouleversée. Je suis heureuse, jusqu'aux larmes. Quand je suis née ici, c'était encore l'URSS. Et puis j'ai grandi en Ukraine. Mais je n'ai jamais parlé ukrainien. Je ne me suis jamais sentie ukrainienne. Mais on se sent presque tous russes ici, hein? Donc en fait, on ne fait que rentrer à la maison. Retour à la maison pour ces patriotes cosaques à qui on enseigne l'amour de la Russie dès l'enfance.
Le lendemain matin, une école, unique en Crimée, une école d'apprentis cosaques. Il est 6h30, c'est au son du clairon et à toute vitesse que ces garçons se réveillent pour la première fois en Russie, mais ça n'est pas moins dur que la veille. Dépêche-toi, vite, vite, au rang. Gloire à Dieu. Ils sont une centaine d'élèves, ils ont entre 11 et 18 ans. Pour eux, la journée commence par 3 quarts d'heure de sport, le ventre vide. Ils sont en forme ce matin? Bien sûr. Vous avez remarqué quand ils sont sortis, ils étaient tout pâles. Et maintenant, ils ont les joues rouges. C'est la couleur de la santé. Aujourd'hui, on ne naît plus cosaque, on le devient. L'école est très demandée, les élèves sont sélectionnés sur leurs conditions physiques et leur niveau scolaire. Avant le petit déjeuner, c'est douche et ménage obligatoire. 3 uniformes, un pour chaque moment de la journée. Chaque tenue doit être impeccable. En particulier, les fameuses bottes de cosaque. C'est dur de devenir cosaque? Non. Si tu suis la discipline, ça va. Alors c'est facile. Plusieurs fois par jour, ces garçons prient. Ils sont orthodoxes. Être cosaque, c'est défendre son foyer, servir sa patrie et servir Dieu. Tout ça le doigt sur la couture du pantalon, au grand bonheur du directeur. La discipline, c'est le secret. Les autres enfants, ils ne savent rien faire. Le ménage, c'est papa et maman qui font tout. Ici, ils font tout eux-mêmes. Tirez bien sur votre chemise, je ne veux pas voir un pli. L'école est publique, elle est ouverte depuis 10 ans. Ici, chaque erreur est punie. Et toi, elles sont où tes bottes? J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de les mettre. L'éducation cosaque est applaudie par Vladimir Poutine. Car un élève cosaque, c'est un enfant qui aime la Grande Russie, un enfant qui se prépare à la défendre. Pour vous, être patriote, ça veut dire quoi? Sans le patriotisme, je ne sais pas comment on peut vivre. Chez vous en France, si vous aimiez plus votre pays, il n'y aurait pas tous les problèmes de la jeunesse que vous connaissez, les voyous qui brûlent les voitures. Une jeunesse non patriote ne veut pas le bonheur de son pays. Elle ne pense qu'à son propre plaisir. Ce que fait Poutine en Russie, c'est très bien. Il redonne de l'espoir. Il fait renaître le sentiment national et patriotique auprès des jeunes. Et c'est bien parce que ça les détourne des valeurs occidentales qui ne correspondent pas à notre patrie. Mettez-vous 2 par 2. La vie est un combat, c'est la Russie contre le reste du monde. Une façon de voir, de vivre, inculquée aux jeunes dès la 6e. Pendant le cours de lutte, on leur apprend à se battre pour leur pays. C'est quoi ton pays? En fait, je suis de Russie, même si j'habite en Ukraine. Tu serais prêt à te battre, à mourir pour ton pays? Bien sûr. Pour défendre les gens. Mais tu es trop jeune. Oui, mais je serai bientôt grand. Et là, je serai prêt. Le sens du devoir, du sacrifice, à peine 11 ans. La Crimée passe à l'heure de Moscou. Sa monnaie va changer. Bientôt, du grivnia, elle passe au rouble. Ça génère chez notre cosaque Slava et sa femme Irina beaucoup d'espoir, de fantasmes. Slava est persuadée que sa maigre retraite de policier va passer de 200 à 1000 euros. Certain qu'en rejoignant la Russie, la vie va être bien meilleure. L'essence, le gaz,
Tout sera moins cher en Russie. Le salaire moyen en Ukraine est plus bas qu'en Russie. Donc évidemment que maintenant, les salaires, les retraites vont augmenter. L'âge de la retraite va baisser, et la sécurité sociale, les allocations familiales, tout ça sera ajusté à la hausse. C'est sûr. Pour l'instant, la seule certitude, c'est qu'Irina vient d'être licenciée. Son entreprise, ukrainienne, quitte la Crimée sans elle. Pas grave, sa joie reste intacte, comme son admiration pour son nouveau président. Poutine, je le respecte. Et je le remercie d'avoir eu le courage de prendre ses responsabilités. C'est sûr, Poutine c'est un grand homme, exceptionnellement intelligent et instruit. Moi je n'ai jamais encore vu de meilleur chef d'État. L'amour du président, l'amour de Dieu, mais pas seulement. Ces dernières semaines, en Crimée, ils ont été nombreux à rejoindre les Cosaques, et pour certains, ça n'est pas désintéressé. Ils espèrent qu'en Crimée, comme en Russie, les Cosaques obtiennent un statut officiel, et avec ça un emploi et un salaire. Maintenant qu'ils sont russes, les hommes de Slava sont impatients d'être récompensés. Aksionov, le président de Crimée, va bientôt nous dire ce que va devenir notre milice. Quel statut on aura? Est-ce qu'on fera partie de la garde nationale? On saura quand, hein? Moi, je vais vous dire, je connais 3 gars. Ils servent chez les Cosaques et ils sont payés. Et nous, rien. On est des Cosaques ou quoi? Moi, je veux m'engager pour servir les Russes. Toi, vous m'avez fait des promesses. Rejoignez les Cosaques, vous recevrez tant et tant. Que dalle. La Grande Russie fait rêver ses hommes. Beaucoup aspirent à rejoindre sa puissante armée. Ces troupes, qui prêtent chez eux, bloquent les bases militaires ukrainiennes, comme ici, à Kerch. En face de vous, c'est des ennemis? Non, ces Ukrainiens, ce n'est pas des ennemis. Ce sont nos frères slaves. Ce sont des gens pacifiques. De l'autre côté de la grille, un bataillon de 1200 soldats ukrainiens. Ici, la question du patriotisme se pose, et de façon urgente. D'ici 24 heures, chacun de ces soldats doit trancher, faire allégeance à la Russie ou quitter l'armée. Voici le commandant Alexei, leur chef. Lui n'a pas encore déposé les armes. Mais il est dépité. Les 3/4 de ses hommes se rallient aux Russes. Lui va démissionner. Un jour, vous serez soldat de l'armée d'en face? Non, jamais. Moi, ma conscience m'en empêche. Vous savez, nulle part on aime les traîtres. Ni en Russie, ni en Ukraine. Pour Alexei, ça ne fait aucun doute. Si Poutine a englouti la Crimée, c'est à cause de la paralysie des Occidentaux. Et ça n'est qu'une étape. D'autres régions vont suivre, il en est sûr. À l'origine, il ne voulait pas annexer la Crimée. Mais personne ne l'a arrêté. Alors il s'est comporté comme au Moyen-Âge. Si ton voisin est faible, pourquoi pas le bouffer? Vous pourriez demander aujourd'hui aux Français, à l'Europe, aux Français, qu'est-ce que vous pourriez demander aujourd'hui? Rien du tout. Mais je peux vous conseiller une chose. Armez-vous. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Le lendemain, les chars russes pénétraient dans la base et le commandant Alexei quittait l'armée. Et voilà pour ce reportage de Clément Castex, de Saskia Weber et de Florian Lemoyle. Et on est ici avec vous, Alexandre Orlov, dans la résidence, votre résidence, ambassadeur de Russie à Paris. Merci de nous recevoir ici, alors qu'au moment où on commence cette interview, commence aussi à Genève la réunion quadripartite avec la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe. On va voir ce qui va en sortir. Mais on vient de voir ce reportage, on vient de voir ce qui s'est passé en Crimée,
annexée depuis par la Russie. Est-ce que c'est la même partie qui est en train de se jouer maintenant dans l'Est de l'Ukraine, le reste du pays, où on voit qu'effectivement les autorités de Kiev ont de plus en plus de mal à faire respecter leur propre autorité dans les villes qui sont maintenant aux mains quelquefois de républiques autonomes ou qui se veulent comme ça. Poutine lui-même dit qu'on est au bord de la guerre civile. On est au bord de la guerre civile ? Je pense que, hélas, c'est vrai. Hélas, c'est vrai, puisque depuis déjà des mois et des mois, la population russophone de ces régions de l'Est de l'Ukraine veut se faire entendre, mais elle n'a pas l'impression d'être entendue. Tout ce que veut cette population, c'est de vivre en Ukraine, mais respecter ses particularités qui sont liées avec leur langue, leur culture. Ils veulent avoir une certaine autonomie, que ce soit fédéralisme ou confédération, décentralisation, ça on négocie. Mais pour le moment, hélas, les pouvoirs à Kiev n'ont pas entendu ce message. Mais vous reconnaissez l'existence de cet État dans son intégrité. Bien sûr. À l'exception maintenant de la Crimée qui n'est plus dans cette intégrité-là. Mais pour le reste, elle n'est pas remise en cause. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi vous avez 40 000 soldats qui sont massés à la frontière alors ? Écoutez, ce sont d'abord les soldats qui ont fait des exercices militaires, sur notre propre territoire d'ailleurs. Et je peux vous dire que ces exercices ont été visités par 8 groupes d'inspecteurs internationaux, y compris les Français et les Ukrainiens, qui sont venus sur place et qui n'ont pas constaté aucune activité dangereuse. Bon, s'ils se trouvent là, puisque nous avons 40 000 soldats dans les circonstances du moment à cette frontière, c'est pas innocent, c'est une pression au moins morale. C'est pas une pression morale, mais c'est une mesure de précaution, puisque nous savons très bien aussi que de l'autre côté, il y a des activités, disons, qui sont liées avec l'OTAN, et qu'il y a toujours cette volonté que l'Ukraine rejoint l'OTAN. On a aussi de nos côtés quelques craintes. Justement, à propos des craintes, on se demande un petit peu quelle partie est en train de se jouer en Ukraine et on se demande jusqu'où peut nous mener cette escalade. S'il y a, par exemple, on l'a vu, on l'a annoncé cette nuit, 2 ou 3 russophones qui ont été abattus. 3, je crois. 3 maintenant. Est-ce s'il y a des incidents, s'il y a des situations qui se détériorent, est-ce que la Russie pourrait être amenée à intervenir? À quelles conditions elle le serait? Justement, le sentiment qu'on a, qu'il y a une volonté de la part de certains de nous provoquer à intervenir pour nous punir après. Puisque vous savez, hélas, dans les mois qui sont écoulés, on parle souvent, il faut punir. Punir Assad, punir ceci, punir ça. Écoutez, je crois que certains cherchent le prétexte pour punir Poutine. Il faut le dire ouvertement. Ils ont trouvé ça avec l'Ukraine. C'est pas Poutine lui-même qui se sert de l'absence de réaction de l'Europe pour pousser ses pions. Pas du tout, c'est le contraire. Le problème de Poutine, c'est que c'est quelqu'un qui veut avoir une indépendance dans sa politique. Vous savez, je crois que la réponse a été donnée par Georges Brassens dans sa chanson « La mauvaise réputation », il y a 60 ans. Il a écrit en 1952. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Et dans le village mondial, Poutine aurait mauvaise réputation. Et plus loin, les braves gens n'aiment pas que, on suit une autre route que. Voilà le problème de Poutine. Ça serait ça le seul problème de Poutine. Il veut suivre une autre route que suivent les Américains. À force de montrer ses muscles comme il le fait, Vladimir Poutine, il s'en sert un petit peu quand même, petit à petit, il pousse ses pions, il avance, et on se dit, tant que l'Europe ne bouge pas, et l'Europe ne bouge pas, il va continuer de le faire. Qu'est-ce qui pourrait lui faire faire demi-tour? D'abord, Poutine n'a aucune visée agressive contre l'Europe et contre le monde extérieur. La Russie est tellement grande et tellement riche qu'il n'a pas besoin d'autres terres. C'est pas du tout sa volonté de jouer du muscle. Mais pour se faire respecter, il faut des fois montrer qu'on peut réagir. J'ai commencé l'émission en faisant référence à la guerre 14, à la façon dont elle s'est déclenchée, à cet assassinat à Sarajevo, etc. Il y a cette espèce d'enchaînement fatal qui a amené les peuples en guerre pour un des plus grands drames de l'humanité. On joue avec le feu, vous dites là? Tout à fait. À mon avis, justement, l'année de la commémoration de la Première Guerre, il faut se souvenir comment cette guerre a commencé, vous avez raison à le dire. Et à mon avis, il faut vraiment tout faire pour éviter un dérapage avec des conséquences imprévisibles. Parce que ce dérapage est possible. Est possible. Et ça, c'est grave.
Merci beaucoup. Merci Alexandre Orlov de nous avoir reçus ici dans cette résidence de l'ambassade de Russie à Paris. On parle de Poutine, on parle de ce qu'il poursuit, de ses rêves de grande Russie quand même. On est allé voir dans sa ville natale, à Saint-Pétersbourg, ce qu'il a fait de cette ville, qui est la ville éternelle, la ville des tsars, la ville de la révolution russe, la ville qui se réveille aujourd'hui et qui retrouve ses lustres d'antan. C'est la Venise du Nord, comme on l'appelle. Eh bien, Jean-Carl Lambert, Raphaël Durosel et Olivier Broutin sont allés voir ce qu'en avait fait Poutine. Saint-Pétersbourg, le berceau de la Russie éternelle. Une cité surgit des marais il y a 3 siècles maintenant, par la volonté d'un tsar, devenu empereur. Son fondateur, Pierre le Grand. Saint-Pétersbourg, ville de héros de la Révolution, à commencer par Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Aujourd'hui, la ville porte la marque d'un autre grand homme. Pas encore de statue à son effigie, mais son adresse est déjà célèbre, passage Baskov. C'est là où vécut pendant 23 ans Vladimir Vladimirovitch Poutine. Enfant unique, celui qu'on appelait Volodia jouait dans cette cour. Et aujourd'hui, ses habitants ne se font pas prier pour évoquer l'illustre occupant des lieux. Ah ok, c'était au 1er étage. On m'avait dit au 5e. Bonjour. Vous voyez, j'invente rien, c'est dans le journal. Ah ok, super, merci. De ce que je sais, ma chambre actuelle, ça correspond à la cuisine à l'époque. En vivant ici, oui c'est vrai, je ressens un peu de fierté. Parfois, quand je rencontre des gens et qu'ils savent où j'habite, ils disent « Waouh !» Ils sont un peu impressionnés. Bon, mais moi je leur dis « C'est arrivé comme ça, j'y suis pour rien. » Et il n'y a pas une plaque pour dire que le président a grandi ici? Non, non. C'est dommage. Dommage? Oui, on pourra en mettre une, vu tout ce qu'il a accompli pour ce pays, pour la nation. Oui, moi j'en mettrais une. Saint-Pétersbourg, c'est sa ville natale. Il y a grandi, il y a fait ses études, et oui, bien sûr, il a une relation particulière avec cette ville. Poutine et Saint-Pétersbourg, son grand projet. À travers elle, c'est la grandeur passée des tsars qu'il veut faire revivre. Réconcilier son pays avec son histoire, l'idéaliser et s'en servir comme un symbole. Symbole de la Russie impériale et capitale des Romanov. Symbole de la révolution bolchevique qui éclate ici, au point que la ville prend le nom de son héros. Leningrad. Symbole de la résistance à l'oppresseur, quand ses habitants tiennent face à Hitler, malgré un blocus qui va durer 900 jours. Symbole de la cité soviétique, la ville finalement dira « Goodbye Lénine ». Nous sommes en 1991, Saint-Pétersbourg reprend son nom avec déjà Vladimir Poutine à la manœuvre. Aujourd'hui, c'est une Russie de cartes postales qui s'offre au bord de la Baltique. Refaite à neuf, la ville attire à nouveau et revisite son histoire. Comment le chef du Kremlin a-t-il fait de Saint-Pétersbourg son tremplin? Comment a-t-il transformé la vieille métropole en une vitrine lumineuse? Histoire de la ville qui a donné à la Russie son nouveau tsar. Et господин Poutine, notre président. À la toute fin des années 60, Svetlana Potapchuk a bien connu le jeune Volodia. Elle a passé les 2 dernières années de lycée dans cet établissement avec le futur président. À l'époque, un adolescent qu'elle trouvait taciturne, mais travailleur. Volodia, comme on l'appelait, il était très pugnace. Il faisait de gros efforts, même dans les matières secondaires pour lui comme la chimie. Il s'appliquait, il était fort. Il savait même faire la différence entre une simple bombe atomique et une bombe à neutrons. Svetlana, bien sûr, se souvient de son illustre camarade de classe. Plus étonnant, le président Poutine n'a pas oublié non plus ses copains des années lycée.
Pour preuve, ce télégramme envoyé à l'occasion du 55e anniversaire de l'école. Chers amis, je me souviens toujours avec chaleur de ces années d'études, de mes camarades de classe, de nos professeurs qui nous ont ouvert les routes de la connaissance. C'était notre ami. Et quand je pense à tout ce qu'il a fait depuis cette époque, pour cette ville et pour notre pays, que Dieu le bénisse. C'est ici, dans sa ville natale, que la carrière politique de Poutine va vraiment commencer. Après ses années d'études à Moscou, puis une mission en Allemagne de l'Est pour le KGB, il revient à Saint-Pétersbourg au tout début des années 90. L'hôtel de ville sera son tremplin dans l'ombre du maire Anatoly Sobchak. Son ancien prof et mentor charge alors Igor Chatkan de faire le portrait de Vladimir Poutine. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. Et quelle est votre situation familiale? Je suis marié, j'ai 2 filles, une de 6 ans et demi et une de 5 ans et demi. Au début des années 90, Igor Chatkan est un réalisateur vedette de la télé russe et Vladimir Poutine, un inconnu. Mon directeur de production me dit « Poutine te cherche ». On était en 92. J'ai dit « Mais c'est qui ce Poutine ?» Et là il me répond « Mais si, tu le sais bien, Poutine, celui qui travaille avec Sobchak, le maire. Eh bien, il te cherche et il veut que tu l'interviewes. » Pour moi, la mairie, c'était des longs couloirs avec le bruit des talons des femmes qui résonnent. Des femmes sévères avec des gros dossiers sous le bras. Et encore ce bruit des pas. Et ce silence imposant. C'était ça la mairie soviétique. Mais l'URSS vient de disparaître. Les choses changent à toute vitesse. À Saint-Pétersbourg, c'est Poutine qui donne le coup de balai. Et quand je suis allé là-bas pour rencontrer Poutine, l'ambiance à la mairie avait bien changé. Il y avait beaucoup de gens, de l'effervescence. Et au secrétariat de Poutine, on entendait plein d'étrangers. Ça parlait en allemand, en finnois. Très vite, les deux hommes vont se lier d'amitié. Chatkan est conquis par un Poutine charismatique et qui travaille sans relâche. Le pays est en plein chaos. À Saint-Pétersbourg, dans les magasins, c'est la pénurie. Même le pain vient à manquer. Igor se souvient d'un Poutine hyperactif qui l'emmenait sur le port surveiller l'arrivée des cargos de céréales qu'il faisait venir de l'étranger. À cette époque, il ne restait à Leningrad de quoi faire du pain que pour 3 jours. Et Poutine était très content de me montrer un navire britannique qui venait décharger du blé. Le rôle central qu'il a eu ici, il continue de le tenir, à distance. Je sais qu'il reste très concerné par sa ville et qu'il veille toujours à son bon fonctionnement, les musées, les facs, l'administration. 20 ans plus tard, la famine est un vieux souvenir. La ville vit mieux que le reste du pays. Elle ressemble à une métropole occidentale. Poutine en a fait une étape touristique incontournable en Europe du Nord. Et pour réconcilier la ville avec son passé, il n'hésite pas à faire le grand écart. D'un côté, la Russie impériale est remise à l'honneur. On rapatrie les dépouilles mortelles des Romanov à Saint-Pétersbourg. Et le chef du Kremlin, l'ancien agent soviétique, réhabilite les tsars en grande pompe. De l'autre côté, Poutine célèbre la grandeur de l'Union soviétique, avec une attention particulière pour les vétérans, comme ce jour-là, au cimetière militaire de Saint-Pétersbourg. C'est pas tout le monde qui peut serrer la main du président. Surtout ceux, comme Alexandre Toptigin, qui ont stoppé l'avancée des nazis à Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça restera un souvenir. Ça va rester pour mes petits-enfants. C'est un peu comme du cinéma. Alexandre a 90 ans.
ancien soldat de l'armée rouge. Faut d'abord que vous voyiez la fameuse montre. C'est l'un de ces nostalgiques de l'URSS que Vladimir Poutine traite en héros. Ce jour-là, il a même eu droit à son cadeau personnel. Voici la montre. Et ici, c'est marqué de la part du président de la Russie. Bien sûr, je suis nostalgique de l'Union soviétique. Mais heureusement, il reste la Russie. Poutine, je l'estime encore plus depuis. Son discours sur la Crimée. D'ailleurs, tous les vétérans que je connais soutiennent Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et c'est pour ça que sa cote de popularité grimpe en ce moment. Grâce à son président, le vétéran coule une retraite confortable avec une pension presque 2 fois supérieure au salaire moyen. À l'image de sa ville, Alexandre Toptigin est fier de son histoire. Vladimir Poutine, héros dans sa ville et surtout seul maître à bord. Tous les grands projets passent par lui, comme ce nouveau stade de football sur l'île de Krestovski qui doit accueillir le mondial 2018. Un scandale pour les écologistes comme Alexandre Karpov. Il dénonce le fait du prince, un projet mené sans concertation. C'est une décision prise au niveau politique, vraiment au sommet, sans se préoccuper des contraintes du terrain. Et ensuite, les entreprises se heurtent aux problèmes concrets. Et c'est à la ville de gérer les contraintes qui en découlent. Vous voyez ce qui est en train de se construire là-bas, les piliers. Ce sont les pylônes d'une future autoroute qui va traverser Saint-Pétersbourg du nord au sud. Eh bien, elle va passer tout près du stade, mais il n'y a aucune sortie de prévue pour le desservir. Même chose pour le métro, la première station est à 4 km. Et la facture a doublé en cours de chantier, elle approche aujourd'hui les 800 millions d'euros. Mais la ville du président aura bien son grand stade. À 30 km au sud de Saint-Pétersbourg, Poutine est derrière un autre projet pharaonique. Une ville nouvelle de 40 000 logements en pleine campagne. Pour mener à bien son projet, le promoteur avait besoin de rendre constructibles ces 2000 hectares de terres agricoles. Rien de plus facile, il a appelé Poutine. Je vais vous montrer un document qui porte le sceau du chef d'État de la Fédération de Russie, autrement dit Poutine, qui stipule qu'il s'agit d'un projet d'investissement prioritaire. Une fois que vous avez ce papier validé par le président, le processus démocratique normal disparaît. Légal ou pas, les choses se font. Malgré les recours et les protestations, le terrain est devenu constructible. Son prix a été multiplié par 350. Comme ça. Et voilà pour ce reportage de Jean-Carl Lambert et de Raphaël Durosel. Et nous sommes ici avec vous, Bernard-Henri Lévy, devant ce superbe pont Alexandre III. Alors on a choisi le lieu en se disant, bon bah c'est un hommage. La première pierre a été posée par le tsar Nicolas II, c'était le fils d'Alexandre III, et c'était pour symboliser l'amitié entre la France et la Russie. J'imagine que vous saviez tout ça, mais je le dis pour tout le monde, à commencer par moi. On décrit souvent et on voit Poutine dans ce reportage comme l'héritier à la fois des tsars, des bolcheviks, de l'URSS, et dans cette nostalgie-là. Et comment il faut l'appréhender, Vladimir Vladimirovitch Poutine? Est-ce qu'il faut avoir peur de cet homme? Ça dépend qui. Si on pense que la fin du communisme et la disparition de l'URSS était une des rares très bonnes nouvelles de la fin du XXe siècle. Pour lui, c'est un drame. Il faut avoir peur de Poutine qui pense que c'est une tragédie. Poutine est l'homme qui a dit la disparition de l'URSS est la plus grande tragédie géopolitique du XXe siècle. Quand on pense le contraire, comme un grand nombre de vos spectateurs qui pensent qu'au contraire ça a été un moment de libération,
pour les Russes, pour l'Europe centrale et pour l'Europe tout court, il faut avoir peur de cet homme qui veut la restaurer, oui. C'est son but, c'est de restaurer cette grande Russie, URSS, empire russe. Il l'appelle autrement, il l'appelle l'Union eurasiatique. Mais l'idéologie, mais d'abord le projet est là, l'Ukraine est un morceau de choix dans cette reconstruction de l'empire russe ou soviétique, et l'idéologie est très constituée aussi, c'est un mélange bizarre et très inquiétant, d'autoritarisme qui vient de l'époque des tsars, de totalitarisme à la mode soviétique, de haine de l'Europe, de haine des États-Unis et de haine de la démocratie. Alors, aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine, jusqu'où est-il prêt à prendre des risques, Poutine? Lui-même dit aujourd'hui, j'aimerais pas avoir à faire entrer mes troupes en Russie. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il est capable de pousser le risque jusque-là? Il ira jusqu'au point où les Européens et les Américains le laisseront aller. C'est aussi simple que ça. Quand les Européens lui diront stop, il stoppera. Tant qu'on ne lui dira pas stop, il avancera. Et pour l'instant, il est bien obligé de constater, comme vous et moi, qu'on ne lui a pas dit stop en Crimée, qu'on ne lui dit pas stop dans le Donbass, et que pour le moment, les Européens gesticulent en ordre dispersé. Les Américains sont également dans une attitude de très très grande prudence, un peu comme à l'époque de Chirac où on disait toujours, c'était le grand thème, il ne faut pas humilier la Russie. Moyennant quoi, l'Europe se laisse marcher dessus. Alors le Donbass, c'est cette fameuse région de l'est de l'Ukraine qui est russophone et où on assiste en ce moment à l'émergence de républiques autonomes, etc. Mais c'est une vraie volonté ou c'est une partie de bluff gigantesque, une partie d'échec? C'est sûrement pas une partie d'échec. Vous savez, Garry Kasparov dit toujours, j'en ai marre, qui s'y connaît en échec, il dit j'en ai marre qu'on qualifie de Poutine de grand joueur d'échecs. Parce qu'au jeu d'échecs, dit Kasparov, qui s'y connaît, il y a des règles. Et Poutine est un bandit, il n'applique pas les règles. Donc c'est pas une partie d'échecs. C'est pas un bluff non plus. C'est une opération impériale. Ça existe les impérialismes. L'Europe a été impérialiste, l'Amérique a été impérialiste. Aujourd'hui, la Russie est impérialiste. Face à une Europe qui, vous le dites, ne bouge pas pour l'instant parce qu'elle s'est construite sur la paix. Je ne crois pas qu'elle ait très envie de rentrer ou d'envisager de rentrer dans une guerre. Vous êtes allé sur cette fameuse place Maïdan avec les révolutionnaires ou en tout cas ceux qui ont fait tomber le pouvoir de Yanukovych. Vous leur avez dit des choses fortes. Vous leur avez dit je suis un Ukrainien. Nous sommes des millions à avoir compris que votre sort se joue ici sur cette place de l'indépendance, rebaptisée place de l'Europe. C'était notre sort à nous. Notre sort à nous Européens. C'était des beaux mots. Ouais. Mais vous diriez la même chose aujourd'hui parce que l'Europe depuis, comme vous le dites, elle s'est pas tellement manifestée autrement que par des mots. Je le pense plus que jamais. Je pense que si l'Europe est incapable de manifester concrètement son soutien au peuple ukrainien, l'Europe est morte. L'Europe aura honte d'elle-même et nous aurons honte d'avoir laissé faire cela. Et ce soutien, ça va jusqu'à faire la guerre, à mourir pour Kiev ou l'Ukraine? Bien sûr que non, personne ne parle de faire la guerre. Mais ça veut dire, par exemple, les fameuses sanctions économiques qui ne sont même pas appliquées. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques jours, se trouvait à Paris, pour rencontrer les plus hauts responsables de la diplomatie de notre pays, le président de la Douma, qui est sur la liste des sanctions. Mais sous prétexte qu'il était invité par l'UNESCO, il avait une sorte de sauf-conduit. Enfin, Poutine doit se moquer de nous, doit trouver l'attitude de l'Europe, sa manière de jouer avec ses propres règles, au choix comique ou déshonorante. Donc je dis que les sanctions, c'est la seule arme dont nous disposons face à une Russie économiquement faible, face à une Russie qui a une démographie déclinante, face à une Russie qui a beaucoup plus besoin de nos crédits et de nos technologies que nous n'avons besoin de son gaz, c'est la seule arme dont nous disposons pour la faire reculer. Merci Bernard Olivier. Alors vous parliez de la faiblesse économique aussi de la Russie, on pourrait aussi parler de la faiblesse de l'Ukraine qui est un peu asphyxiée aujourd'hui. Et on va aller maintenant à Londres pour voir que si la Russie est faible, les oligarques ou en tout cas les amis aussi de Vladimir Poutine, eux, sont pas vraiment faibles, ils se sont largement enrichis. Mais l'argent est à Londres, et pas à Moscou. Et l'argent est à Londres et pas à Moscou, sur cette place financière bien connue, à tel point qu'on a rebaptisé cette ville. Côté russe, on l'appelle Londongrad, c'est dire si on l'apprécie. Olivier Sibyl, Valérie Lucas et Vincent Buchy sont donc allés dans cette Londongrad.
Depuis 5 ans, elles vivent un conte de fées à la mode londonienne. À l'arrière d'un taxi, 3 poupées russes, 3 fashion victimes. Yulia, Elena et Dasha Pashevkina sont sœurs, exilées à Londres, à 4000 km de leur famille. Nos parents vivent près d'Orenbourg, c'est dans le sud de l'Oural. On y retourne une fois par an, pas très souvent en fait. Et ils font quoi vos parents dans la vie? Notre mère possède un salon de beauté, le plus beau de la ville. Et notre père est un homme d'affaires important. Il est très occupé. Un papa très occupé et surtout très riche. Il a sorti son carnet de chèques pour que ses filles réalisent leurs rêves. Salut les filles! À 23, 28 et 29 ans, les 3 sœurs veulent devenir rien de moins que les nouvelles reines de la mode. Ça ressemble pas à une boutique de luxe ici? Oui, à l'extérieur, c'est vrai. Mais vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment fantastique. Ce matin, elles ont rendez-vous chez leur créateur préféré pour choisir la collection de l'été prochain qui sera vendue dans leur boutique de luxe. Ça, c'est un de nos derniers modèles. C'est ce que tu as sur toi là? Ouais, c'est un tout nouveau tissu. En fait, on ne sélectionne et on ne commande que des vêtements qu'on pourrait porter nous-mêmes. C'est notre devise. C'est une écharpe Charlotte Simone de notre boutique et les chaussures des Gian Vito Rossi. Moi, mon t-shirt, c'est du Givenchy. Ses goûts très personnels, sans jamais regarder à la dépense, ont fait d'elles des célébrités. Les sœurs Pashevkina ont été les vedettes d'une émission de télé-réalité sur les excès de ces nouveaux millionnaires russes qui ont envahi la capitale britannique. À seulement 4 heures d'avion de Moscou, Londres, nouvelle destination chic. Il y a d'abord les oligarques en villégiature qui viennent ici flamber sans limite. Londres et sa city, c'est pour d'autres un coffre-fort idéal pour mettre à l'abri des fortunes acquises plus ou moins honnêtement. Pour d'autres enfin, Londres, c'est une terre d'exil, un refuge pour millionnaires en délicatesse avec Poutine. Ces Russes seraient aujourd'hui 300 000 dans cette capitale que l'on surnomme désormais Londongrad. Avant de se lancer dans la mode, Yulia, Elena et Dasha ont étudié à Cambridge, dans une école fréquentée par la haute société britannique. Le savoir-vivre, ce raffinement so british, un mode de vie à l'occidental, voilà ce que leur père voulait offrir à ces petites princesses. Votre ceviche de bar à la truffe et votre salade de quinoa. La première fois que j'en ai goûté, je crois que c'était à Miami. J'adore. C'est tellement léger. En Russie, la plupart de nos amis ont déjà des enfants. En Russie, on doit se marier jeune, à 20 ans. Ici, c'est tellement plus amusant. On sort, on voit du monde, on fait des rencontres. Cette vie, en fait, je crois que ça nous correspond mieux. À Londres, elles ont installé leur boutique à Chelsea, l'un des quartiers les plus chics de la ville. Les 3 sœurs ont vite oublié la Russie. Là-bas, elles auraient eu du mal à trouver une clientèle capable de s'offrir leurs produits. Ces robes, on les vend entre 1500 et 2500 euros, en fonction de la taille. Et ça, ce sont des chaussures vraiment incroyables. C'est un modèle très rare. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Elle coûte 1800 euros. Un tel étalage de luxe, rien d'étonnant à Londres, où il n'est pas mal vu d'afficher sa fortune. Plus personne ne se retourne au passage d'une Rolls ou d'une Ferrari. L'argent des millionnaires russes est bienvenu, notamment pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Kensington Palace Gardens, derrière ces barrières, un quartier sécurisé
Non, c'est une rue privée, vous ne pouvez pas filmer. Voici la demeure de Roman Abramovich, géant de la métallurgie, propriétaire du club de foot de Chelsea. Fortune personnelle, 6 milliards d'euros. Son voisin, Len Blavatnik, un autre milliardaire russe géant des hydrocarbures. Un peu plus loin, One Hyde Park, 80 000 euros le mètre carré, l'une des résidences privées les plus protégées et les plus chères au monde. On y trouve notamment le magnat de l'immobilier, Vladislav Doronin. Ces milliardaires russes, ce sont les nouveaux amis de Trevor Abrahamson, un agent immobilier spécialisé dans les grandes fortunes. Son terrain de jeu préféré se nomme Bishop's Avenue, l'avenue des milliardaires. Cette rue est l'une des plus connues au monde. C'est un signe extérieur de richesse. Si vous habitez ici, vous avez réussi. Regardez, cette maison a été achetée par une famille russe pour quelque chose comme 25 millions d'euros. À côté, voici justement le type de propriété que recherchent ces milliardaires russes. Elle est à vendre et vient d'être rénovée. Attention, il ne faut pas salir à l'intérieur. Elle fait 1800 mètres carrés sur 4 niveaux. Alors voici le hall d'entrée, spacieux, majestueux, élégant. Une luxueuse villa, entièrement équipée pour convenir aussi bien à des moscovites en vacances qu'à des exilés politiques. Ici, sur 25 mètres de long, le grand salon. Toute la maison a été décorée au goût des Russes. Dans la cuisine, des gadgets dernier cri. Et dans la salle à manger, façon grand siècle, il n'y a plus qu'à se mettre à table. Les Russes, ils veulent que tout soit prêt. Ils veulent en profiter tout de suite. Ils débarquent juste ici avec leur famille. Une piscine, une salle de sport, un sauna, un hammam, 8 chambres et autant de salles de bain. D'après Trevor, il n'y a presque plus que les Russes à pouvoir s'offrir ce genre de biens. Elle coûte combien cette maison? On n'aime pas trop parler d'argent. C'est plus subtil que ça. Mais disons que si vous avez au moins 45 millions d'euros, on peut peut-être commencer à discuter. Pour vivre à l'anglaise, les Russes sont prêts à mettre le prix. Et pas seulement dans l'immobilier. 2 fois par semaine, Evgeny Shishvarkin s'est mis au polo. Lui n'est pas venu ici seulement pour dépenser sa fortune. Il a fui le régime de Poutine. Alors, c'était comment aujourd'hui? Je suis le moins bon joueur de l'équipe aujourd'hui. Mais j'ai mis un but. Je suis content. En Russie, Evgeny a fait fortune dans la téléphonie mobile. Il a 39 ans. Son patrimoine est estimé à plus de 180 millions d'euros. Le polo, c'est un excellent anti-stress. Et puis ça me permet de garder la forme. C'est bien ces millionnaires russes qui débarquent. Il en faut d'autres. Le polo, c'est un sport de luxe. On a besoin d'argent. Evgeny s'est enfui de Moscou il y a 5 ans. Il a réinvesti sa fortune dans sa nouvelle passion, le vin. Voici sa cave. C'est la plus belle et la plus fournie de Londres. Ici, vous avez les Bourgognes, les Bordeaux, les vins de Loire, les Côtes-du-Rhône. Et le plus intéressant, les Montrachet et Romanée-Conti. Vous connaissez Château d'Yquem?
On a tous les meilleurs millésimes de ces 200 dernières années. Château Yquem, l'un des vins de Bordeaux les plus mythiques. La collection de notre amateur de grands crus est presque unique au monde. Jusqu'à 96 000 livres la bouteille, 115 000 euros. Là, on a une bouteille de 1811. Ses clients, de nombreux compatriotes, prêts à débourser 50 000 euros pour un Mathusalem de Pétrus. Ce matin-là, il en a déjà vendu 7, qui seront livrés par jet privé. Ça vaut combien votre stock? À chaque fois que je vois le montant, ça m'empêche de dormir pendant 3 jours. Mais ça vaut combien? Beaucoup. Combien? Je peux vraiment pas vous dire. Des dizaines de millions? Je peux vraiment pas vous dire. Plus? Désolé. C'est secret. Parler d'argent le met mal à l'aise, car en Russie, il a failli tout perdre. En 2008, lui et son ancien associé Timur ont été victimes de tentatives de racket. Ils ont dû vendre précipitamment leur entreprise de téléphonie et chercher refuge en Grande-Bretagne. On avait 5000 magasins. Avec 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on était numéro 1. Et on était devenu trop puissant pour ne pas susciter les convoitises du gouvernement. Vous avez été victime de la mafia, d'officiels corrompus? C'est la même chose. L'État, en Russie, est corrompu à 100%. Et Poutine est le garant de tout ça. Au Royaume-Uni, Evgeny et Timur ont été accueillis à bras ouverts. Il suffit d'y investir au moins 1,5 million d'euros pour obtenir automatiquement un permis de séjour. Comme Evgeny, les hommes d'affaires russes sont de plus en plus nombreux à transférer leur fortune dans les banques de la City et à faire tourner l'économie anglaise. Des centaines de millions d'euros chaque année, d'après Mark Hollingsworth, journaliste d'investigation. Selon lui, si les Russes viennent à Londres, c'est avant tout pour protéger leurs avoirs. La plupart des milliardaires, les oligarques, ont fait fortune dans des conditions douteuses. Ils ont peur que l'État russe leur reprenne leur argent, les poursuive en justice. Ici, ils savent que si la Russie veut les faire extrader, la justice anglaise les protégera. Car elle considère qu'à Moscou, l'état de droit n'est pas garanti, qu'ils n'auraient pas droit à un procès équitable. Le Royaume-Uni, une démocratie qui protège ses résidents. D'autres Russes ont fait le voyage jusqu'ici, car ils se sentaient en danger de mort dans leur propre pays. À 50 km de Londres, un homme d'affaires vient d'emménager incognito dans un petit pavillon. Monsieur Morozov? Bonjour. Vous habitez ici depuis longtemps? Non, ça fait 1 an qu'on est là. Lui a adopté un style de vie plutôt modeste, loin des excès de ses compatriotes. Avec sa femme, Irina, ils tiennent à rester discrets. Au début, on était venu à Londres juste pour 10 jours de vacances ou 1 semaine. Je me souviens plus exactement. Mais on a été forcés de rester. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des informations me disant que c'était très dangereux, qu'il valait mieux pas que je rentre. Dangereux, c'est-à-dire? Il y avait un contrat sur ma tête. On voulait me tuer. Menacé de mort, car Valérie a dénoncé la corruption. En Russie, il dirigeait une grande entreprise de travaux publics. Des chantiers prestigieux, comme la rénovation du Kremlin ou pour les JO de Sotchi, le siège du comité olympique et des hôtels de luxe. Pour chaque contrat, il dit avoir versé des pots de vin à des officiels corrompus, jusqu'à 6 millions d'euros. On nous forçait à travailler avec des sous-traitants qui ne faisaient rien. Ils n'étaient là que pour encaisser l'argent. C'est comme ça que le système fonctionne en Russie.
Il y a eu 4 sociétés comme ça qui nous ont été imposées par l'administration présidentielle. Valéry porte plainte, mais selon lui, la police elle-même est corrompue. Quand il annonce qu'il a rendez-vous dans un restaurant avec un haut fonctionnaire qui lui réclame de l'argent, des policiers l'accompagnent discrètement, mais il va être surpris. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Rien. Ils l'ont laissé partir. Les policiers en ont profité pour faire chanter ce haut fonctionnaire, qui a dû leur payer 2 millions d'euros pour étouffer l'affaire. Et à moi, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est tout. Valéry dénonce la corruption, il devient gênant, reçoit des menaces de mort et prend la fuite, en laissant derrière lui ses 2 fils et ses petits-enfants. On vient d'avoir une 3e petite fille. Elle est née quand on était déjà à Londres. On ne l'a toujours pas vue. À Londres, Valéry et Irina ont obtenu le statut de réfugiés politiques. Ils se sont promis de rentrer en Russie quand Vladimir Poutine aura quitté le pouvoir. Et voilà pour ce reportage d'Olivier Sibyl et de Valérie Lucas. Et on est de retour ici devant ce pont Alexandre III avec vous, Pierre Laurin. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie. Et votre dernier livre s'appelle « La mystérieuse ascension de Vladimir Poutine ». Alors bien sûr, il n'est pas tout à fait récent, mais vous travaillez sur une réédition. Et par les temps qui courent, il fait encore autorité pour comprendre qui est ce Poutine. Vous l'avez rencontré? Oui. Il est comment? Parce qu'on a toujours l'image de cet ancien lieutenant-colonel du KGB, patron du FSB, ce regard glaçant comme ça, qui a l'air de vous scanner complètement, de voir qui vous êtes. C'est ça? C'est un quelqu'un qui fait... C'est quelqu'un qui impressionne, qui fait peur? C'est quelqu'un qui impressionne parce qu'il est très déterminé. Et puis surtout, il a gardé de sa formation au KGB, il a gardé certains tics. En particulier, ce n'est pas qu'il a un regard glaçant, c'est qu'il a un regard scrutateur, comme vous l'avez dit. C'est un regard qui vous déshabille, qui vous évalue. C'est le regard, finalement, du flic qui va interroger un suspect. Et donc, de ce fait, vous vous sentez un peu dans vos petits souliers parce que vous avez face à vous non seulement un personnage puissant, mais en plus quelqu'un qui a une supériorité psychologique sur vous. Vous êtes en infériorité. Et il a une grande capacité à juger et évaluer les hommes qu'il a en face de lui. Oui. Bon, mais on dit aussi que c'est un grand joueur d'échecs. Est-ce que c'est à ça qu'on joue, entre guillemets, en ce moment avec l'Ukraine? Est-ce que c'est une grande partie d'échecs qu'il a entreprise contre l'Europe, contre les États-Unis, pour réaffirmer sa puissance? Je crois que nous sommes des 2 côtés de l'Ukraine, en Union européenne comme en Russie, dans un jeu de dupes. C'est-à-dire qu'on se laisse entraîner dans une affaire que personne n'a voulu au départ, et Poutine moins que les autres. Du coup, il n'a pas été un excellent joueur d'échecs, il a été un excellent joueur de poker avec la Crimée, parce qu'il savait que s'il prenait la Crimée, personne ne pourrait s'y opposer. Il a pris la Crimée sans que personne ne réagit. Maintenant, on travaille, entre guillemets, si je puis dire, sur tout l'Est de l'Ukraine. C'est une autre chanson, on s'inquiète. On a vu l'ambassadeur tout à l'heure, on voit ce qui se passe à Genève aujourd'hui. On a peur, on évoque éventuellement un conflit, on se dit, mais sans le faire exprès, est-ce qu'on ne va pas finir dans une situation dramatique? Absolument, sans le faire exprès, on peut finir dans une situation dramatique. Surtout ce qu'il faut aujourd'hui. Mais vous y croyez ça, ou c'est une façon de nous faire peur pour que l'Europe... Moi, je n'ai intérêt à faire peur à personne, mais Poutine a intérêt à faire monter la pression. C'est un joueur de poker. Il rajoute des mises. Et nous, on est incapables, nous autres occidentaux, on est incapables de suivre autrement que par un bluff qui ne trompe personne. C'est-à-dire que à terme, on sait très bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que l'Ukraine ne sera pas dépecée, mais elle sera fédéralisée. Il y aura une partie qui sera proche de la Russie à l'est, une partie proche de l'Europe à l'ouest. 2 parties assez autonomes, réunies en un seul pays. En un seul pays, mais avec qui obéiront à des sphères fédérale. d'influence respectives. Je crois que l'exemple de la Belgique est le meilleur qui soit pour le futur de l'Ukraine, c'est-à-dire une partie qui est très proche d'un pays qui est les Pays-Bas et une autre qui est proche de la France. Donc vous nous dites en clair qu'il va gagner. Est-ce qu'il n'aura pas surtout gagné de réexister comme ça dans le champ politique international en s'affirmant, lui et la Russie, comme l'une des puissances à nouveau avec laquelle il faut compter? Il est très clair que la Russie est aujourd'hui à nouveau
l'une des principales puissances du monde, alors qu'il y a quelques années, c'était une puissance régionale et qu'on traitait comme une puissance régionale. Aujourd'hui, c'est vrai que de ce point de vue-là, dans les relations avec l'Europe occidentale en particulier et avec les États-Unis, la Russie se trouve dans une position de force pour la première fois depuis très longtemps. Bon, il va falloir qu'on s'habitue à compter avec ce fameux mystérieux monsieur Poutine. C'est votre livre. Merci beaucoup Pierre Laurin. Merci d'être venu. Merci à vous. Sur ces quais de Seine, ces berges de Seine. Merveilleux. Voilà, nous expliquer un petit peu le mode d'emploi, si je puis dire, de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Voilà, on arrive au terme de l'émission. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre un petit peu les enjeux qui sont en cause dans cette partie-là de l'Europe et en quoi ils nous concernent de près. Merci donc à ceux qui nous ont accueillis aux berges de la Seine, au port autonome de Paris, à l'ambassade de Russie. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, Thomas Auro, Joël Bruyandet, François Ducrot à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Voilà, je vous rappelle les réseaux sociaux, Facebook, Twitter si vous voulez converser avec nous. Et puis la semaine prochaine, dans la série des documents de complément, je vous invite à un document d'exception sur un homme qu'on voit très rarement à la télévision, quelqu'un de très discret, même si vous ne connaissez que lui, en tout cas, vous ne connaissez que ses marques. C'est le patron de Dior, de Vuitton, des champagnes Moët Hennessy, c'est le patron de LVMH, il s'appelle bien sûr Bernard Arnault, première fortune de France, 10e fortune au monde, 30 milliards. C'est le poids qu'il pèse aujourd'hui, Bernard Arnault, qui a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est un document signé Tristan Walex et Fred Prigent. Mais la soirée n'est pas finie et je vous laisse bien sûr avec Alcaline. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr. Un mélange de paramilitaire et de scoutisme, les Cosaques, ou le retour de la fierté russe. Voici Slava, 43 ans, policier à la retraite. Il est l'ataman, le chef d'une quarantaine de Cosaques. Tous ont un métier, mais après le boulot, ils viennent prêter main forte pour surveiller le référendum du lendemain. Demain, vous irez patrouiller dans toute la ville. Vous irez voir les bureaux de vote, à 4 ou 5 par voiture. Dans quelques heures, ses compatriotes de Crimée vont voter, choisir entre rester ukrainiens ou rejoindre la Russie. Ce jour, Slava et ses Cosaques l'ont attendu toute leur vie. Nous, on va faire en sorte que le référendum se passe dans l'ordre. Sans problème. Qu'il n'y ait pas de provocation, qu'il n'y ait pas d'Ukrainiens mal intentionnés. On ne veut pas voir d'habitants trop radicaux. Tous ces gens qui n'ont pas compris l'importance de ce vote. Ces Cosaques veulent montrer au monde entier que la Crimée s'offre à Poutine de son plein gré et dans le calme. Qu'ici, ça n'est pas Kiev, ça révolte et ces dizaines de morts. Car l'Ukraine est scindée en deux. La région de Crimée et tout l'est du pays est peuplée de russophones. À l'ouest, on est plutôt tourné vers l'Europe et on parle ukrainien. Jour de vote à Gvardieskoye, la ville de Slava, une cité dortoir de 20 000 habitants, dans les faubourgs de Simferopol, la capitale de Crimée. La mairie a demandé aux 70 Cosaques de la ville de jouer les vigiles dans les bureaux de vote. En ce jour historique, tout se déroule sans accroc. Dans le calme, presque tous les habitants remplissent les urnes de bulletins pro-russes comme des lettres d'amour à leurs voisins. Ce référendum contesté par le reste du monde, Slava le trouve formidable. Alors, combien de personnes sont déjà venues voter? Pour le moment, on est à 60% de votants. Et il est que 10 heures. C'est le peuple de Crimée qui demande ce référendum. C'est sa volonté. Ce qui s'est passé dans l'ouest de l'Ukraine, à Kiev, le président renversé, tout ça, ça n'était pas légitime. C'était criminel. Salut les gars. Slava tient à nous présenter ses frères, ses modèles. Il est là, votre chef? Envoyé par Moscou, il les rencontre pour la première fois.
car ces Cosaques sont venus de Russie. Poutine les a envoyés mater d'éventuels partisans de l'Ukraine. Moi, je suis Slava. Je suis ataman à Gvardiskoye. En Russie, ces Cosaques ont une existence officielle. Ils font partie des forces de l'ordre et perçoivent un salaire. Les Cosaques, c'est comme un seul peuple, un seul. Et c'est le peuple d'un unique État, l'État russe. En ce moment, c'est difficile pour le peuple de Crimée. Le fascisme veut s'installer, mais on ne leur cédera rien. Notre mission, c'est la paix sur tout le territoire de l'ex-URSS, de l'ancien empire. C'est notre terre à nous. Nous, on n'habite pas ici, mais on vient pour aider. La mission de ces Cosaques envoyés par Poutine, patrouiller, garder les bâtiments stratégiques de la ville, histoire de montrer à toute la Crimée qu'avec les Russes, l'ordre règne. Le soir, après le vote à Simferopol, sous les yeux de Lénine, flottent les bannières russes. La foule est nombreuse, heureuse. À 95%, la Crimée s'est donnée à la Russie. Au grand bonheur de Slava, qui connaît l'hymne russe par cœur. Sa femme Irina est elle aussi bouleversée. Je suis heureuse, jusqu'aux larmes. Quand je suis née ici, c'était encore l'URSS. Et puis j'ai grandi en Ukraine. Mais je n'ai jamais parlé ukrainien. Je ne me suis jamais sentie ukrainienne. Mais on se sent presque tous russes ici, hein? Donc en fait, on ne fait que rentrer à la maison. Retour à la maison pour ces patriotes cosaques à qui on enseigne l'amour de la Russie dès l'enfance. Le lendemain matin, une école unique en Crimée, une école d'apprentis cosaques. Il est 6h30, c'est au son du clairon et à toute vitesse que ces garçons se réveillent pour la première fois en Russie, mais ça n'est pas moins dur que la veille. Dépêche-toi, vite, vite, on rentre. Gloire à Dieu. Ils sont une centaine d'élèves, ils ont entre 11 et 18 ans. Pour eux, la journée commence par 3 quarts d'heure de sport, le ventre vide. Ils sont en forme ce matin? Bien sûr. Vous avez remarqué quand ils sont sortis, ils étaient tout pâles. Et maintenant, ils ont les joues rouges. C'est la couleur de la santé. Aujourd'hui, on ne naît plus cosaque, on le devient. L'école est très demandée, les élèves sont sélectionnés sur leurs conditions physiques et leur niveau scolaire. Avant le petit déjeuner, c'est douche et ménage obligatoire. 3 uniformes, un pour chaque moment de la journée. Chaque tenue doit être impeccable. En particulier, les fameuses bottes de cosaque. C'est dur de devenir cosaque? Non. Si tu suis la discipline, ça va. Alors c'est facile. Plusieurs fois par jour, ces garçons prient. Ils sont orthodoxes. Être cosaque, c'est défendre son foyer, servir sa patrie et servir Dieu. Tout ça le doigt sur la couture du pantalon, au grand bonheur du directeur. La discipline, c'est le secret. Les autres enfants, ils ne savent rien faire. Le ménage, c'est papa et maman qui font tout. Ici, ils font tout eux-mêmes. Tirez bien sur votre chemise, je ne veux pas voir un pli. L'école est publique, elle est ouverte depuis 10 ans. Ici, chaque erreur est punie. Et toi, elles sont où tes bottes? J'ai pas eu le temps. De Crimée, un reportage de Clément Castex, de Saskia Weber, Florian Lemoyle et Mickaël Beaujean. Et bien sûr, si vous voulez tweeter, commenter, le mot-clé, c'est d'enquête.
À la tombée de la nuit, dans cette gare d'une petite ville de Crimée, 3 tocs, 3 hommes. Leur uniforme est trompeur. Sergueï et ses 2 amis ne sont ni policiers, ni soldats. Ce sont des Cosaques, des civils en treillis, des bénévoles qui chaque soir inspectent la gare et dévisagent les passagers. Une milice au service d'une cause, l'ordre et la sécurité. Vous savez que vous êtes dans un lieu public et qu'il ne faut pas boire? Oui, pas de problème. Je vous remercie. Je leur ai demandé qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, où ils allaient, la routine quoi. Vous savez ici, ça arrive que la jeunesse ne se comporte pas bien. Vous savez qui c'est? Oui, ce sont des gens qui nous protègent. C'est comme une milice populaire qui surveille les citoyens, mais ils sont des nôtres. Ils sont là pour nous, et en plus ils ne sont pas payés. Une sorte de police de proximité officieuse, mais respectée par tous. Un fouet dans la main, et dans la tête la certitude d'être utile, de lutter contre la décadence. Monsieur, vous savez que c'est interdit de boire dans la rue? Je vous demande de boire à l'intérieur. D'accord, monsieur. Sergueï et ses amis sont les héritiers d'une confrérie vieille de plusieurs siècles. Les Cosaques, au départ des cavaliers redoutables qui défendaient les frontières de l'Empire russe, des mercenaires qui formaient la garde rapprochée des tsars, comme Nicolas II. Aujourd'hui, ces Cosaques reprennent du service, mais cette fois-ci à la solde de Poutine. Présents dans tous les pays voisins, ils incarnent la nostalgie de la Grande Russie. Le monde entier les découvre devant le Parlement de Crimée. Là, ils épaulent les 25 000 soldats russes qui occupent ce morceau d'Ukraine. Pendant ce moment historique, où la région est devenue russe, nous avons suivi ces mystérieux Cosaques. Ils sont au service de Dieu et de leur patrie. Bonsoir. Quelle partie se joue en ce moment en Ukraine, alors que l'on commémore justement le déclenchement de la guerre 14 avec l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc Ferdinand d'Autriche et puis cette escalade incroyable, inexorable vers la guerre et la boucherie. On se demande où va nous mener la partie qui se joue en Ukraine. Faut-il craindre une guerre? Jusqu'où peut aller Poutine, le nouveau tsar et ses rêves de grande Russie? Eh bien, c'est le thème de ce 253e numéro de Complément d'enquête. Dépêche-toi, vite, vite, Laurent. Gloire à Dieu. Ils sont une centaine d'élèves. Ils ont entre 11 et 18 ans. Pour eux, la journée commence par 3 quarts d'heure de sport, le ventre vide. Vous avez remarqué quand ils sont sortis, ils étaient tout pâles. Et maintenant, ils ont les joues rouges. C'est la couleur de la santé. Voilà, ces jeunes qu'on vient d'entendre sont des Cosaques d'Ukraine, ou plus précisément de Crimée. Nous avons été admis dans l'une de leurs écoles et vous verrez, ils vivent dans le culte de Poutine et de la Russie éternelle. Nous verrons aussi comment, à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, Poutine a réussi à réconcilier toutes les Russies, la Russie des tsars, celle des bolcheviks et celle d'aujourd'hui. Et puis nous irons à Londres, rebaptisé Londongrad, tellement les oligarques richissimes y sont nombreux. Alors pour parler de tout cela, de cette escalade inquiétante en Ukraine et puis de Vladimir Vladimirovitch Poutine, qu'on va essayer de comprendre. Eh bien, nous serons notamment ici à l'ambassade de Russie, ou plus précisément dans la résidence de l'ambassade. Qui a accepté de nous accueillir. Nous recevrons aussi Bernard-Henri Lévy. Il y a quelques semaines, il était à Kiev sur la place Maïdan. Pendant les événements, il expliquait aux révolutionnaires, aux manifestants en tout cas, que l'Europe ne les oubliait pas. Que dit-il aujourd'hui? Et puis nous recevrons aussi Pierre Laurin, c'est l'un des meilleurs spécialistes de la Russie d'aujourd'hui. On commence avec ces Cosaques.